Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de préférer la télévision nationale au sommaire de cette édition. Développement du système statistique national. Les comptes nationaux trimestriels sont déjà disponibles. Ces données vont faciliter l'élaboration et le suivi des programmes et projets de développement engagés par l'État et ses partenaires. Au niveau de la santé, la pharmacie centrale a présenté ses projections pour 2025, un budget prévisionnel de plus de 300 milliards de francs guinéens pour relever les défis de l'approvisionnement en médicaments des différentes structures de santé. Dans le domaine de la sécurité au travail, des efforts sont consentis pour la prise en charge des employés. Une liste nationale des maladies professionnelles est même publiée pour garantir la sécurité des travailleurs. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Lancement officiel ce vendredi 27 décembre des comptes nationaux trimestriels de la République de Guinée. Il s'agit d'une avancée majeure dans le développement de notre système statistique national pour améliorer la production et la disponibilité des données qui permettront de faciliter l'élaboration, le suivi et l'évaluation des projets et programmes de développement. Explication Daouda Tabansila. Sous la présidence du Premier ministre, le ministère du Plan et de la Coopération internationale à travers l'Institut national de la statistique lance officiellement les CNT, comptes nationaux trimestriels, pour la période allant de 2006 au premier trimestre 2024. Ce sont des outils nécessaires à la planification et à la mise en œuvre de politiques publiques efficaces. L'élaboration des comptes nationaux trimestriels vient donc combler un grand vide en matière de production statistique dans notre pays. J'ai l'espoir que les comptes nationaux trimestriels facilitent désormais l'élaboration d'un meilleur cadre macroéconomique et un suivi optimum des indicateurs financiers et budgétaires avec des données toujours actualisées. Avant les comptes nationaux trimestriels, le système statistique reposait uniquement sur des comptes annuels, limitant ainsi la capacité du gouvernement. La Guinée se dote aujourd'hui d'un outil stratégique qui consolidera sa transition vers un statut de pays à revenu intermédiaire. En appui à des initiatives comme le programme Simandou 2040, ces comptes nous permettront d'améliorer notre indice de performance statistique et de renforcer notre crédibilité auprès des investisseurs et partenaires au développement. Les économistes utilisent largement les comptes nationaux trimestriels pour construire le modèle macroéconomique. Ces modèles aident à analyser divers aspects de l'économie, tels que la relation entre les prix et les salaires, entre la dépense ou entre le revenu disponible des ménages et la consommation finale. C'est le début d'une nouvelle ère pour la planification économique en Guinée. Les comptes nationaux trimestriels seront un pilier essentiel pour orienter les ambitions du gouvernement tout en assurant une croissance inclusive et durable. Justice. Dans un communiqué officiel, le garde des Sceaux, ministre des Droits de l'Homme, a informé l'opinion publique nationale de l'interpellation de 5 suspects impliqués dans 2 actes criminels distincts. Ces faits se sont produits le 18 novembre 2024 dans le district de Guémétédé, sous-préfecture de Ouassou, préfecture de Dubreka, et le 24 décembre 2024 dans le secteur Zakaria, quartier Doumbouya, sous-préfecture de Wonkifong à Koya. Le ministre a réaffirmé son engagement à ce que les auteurs de ces crimes soient traduits en justice et subissent toute la rigueur de la loi. Yaya Kairaba Kaba au micro de Salimatou Kanté. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, alors que l'opinion publique nationale est encore sous le choc suite à 2 cas de viol entraînant la mort des victimes commis à Dubreka, dont les enquêtes sont en cours, c'est avec une réelle indignation, doublée de grande désolation, que je vous annonce la commission de 2 autres actes criminels qui ont eu lieu respectivement le 18 novembre 2024 au district de Guémétédé, sous-préfecture de Ouassou, préfecture de Dubreka, et le 24 décembre au secteur Zakaria, quartier Doumbouya,
sous-préfecture de Wonkifon, préfecture de Koya. Le premier acte criminel est relatif à un cas de viol sur une mineure de 16 ans, fait prévu et puni par les articles 818 et 819 du Code de l'enfant. Les enquêtes entreprises par le commissariat central de police de Dubreka ont permis l'interpellation du suspect Alcéni Silla, qui a été inculpé et placé sous mandat de dépôt par monsieur le juge d'instruction après l'ouverture d'une information judiciaire par monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dubreka. Le deuxième cas concerne un assassinat à des fins rituelles sur la personne d'un enfant de 14 ans, élève de son État, répondant au nom de Mamadou Saliouba. Ces faits également sont prévus et punis par l'article 208 du Code pénal. Des enquêtes immédiatement ouvertes ont permis l'interpellation de 5 suspects répondant aux identités suivantes. 1. Ibrahima Diawara, maçon de profession, domicilié au secteur Zakaria dans le district de Doumbouya. 2. Lancé Kondé, diplômé en lettres, domicilié à Kouyeya dans Wonkifon. 3. Souleymane Kondé, menuisier de son État, domicilié à Kouyeya. 4. Fatoumata Kamara, couturière, domiciliée à Zakaria. Et 5. Enfin, Amadou Sow, mécanicien, domicilié également à Zakaria. Je voudrais souligner que les interpellations de ces présumés auteurs ont été rendues possibles grâce au précieux concours de la population et à la dextérité des officiers de police judiciaire sous la conduite des parquets d'instance près les juridictions de Dubreka et Koya et sous la coordination du parquet général près la cour d'appel de Conakry. Je voudrais rassurer les citoyens que le gouvernement suit avec une particulière attention l'évolution de toutes les affaires de nature criminelle portées devant les tribunaux de la République. Et puis, tournée de prise de contact du chef d'état-major de l'armée de terre dans la 3e région militaire de Kankan. Le général de division Abdoulaye Keita a transmis le message de félicitations et d'encouragement de la hiérarchie militaire à la troupe. Il a également invité la troupe à l'unité et au patriotisme pour la défense de la nation. Reportage adjudant-chef Oumar Kamara, correspondant de la presse militaire. C'est par les honneurs militaires dus à son rang que le chef d'état-major de l'armée de terre est reçu à la portion centrale de la 3e région militaire de Kankan. Un rassemblement grandeur nature en présence des forces de défense et de sécurité de la région, rangées pour la circonstance. Face à la troupe, le général de division Abdoulaye Keita a transmis le message de félicitations et d'encouragement de la hiérarchie militaire en ces termes. Après ma prise de fonction, j'ai entamé une série de visites dans les unités relevant de l'armée de terre à Conakry et à l'intérieur du pays pour venir voir les unités, vous écouter, prendre en compte vos problèmes afin de les remonter à qui de droit. Au cours de son intervention, le chef d'état-major de l'armée de terre a mis l'accent sur le travail d'équipe et le renforcement de la cohésion entre les corps. Il a invité les hommes à la discipline, au patriotisme et au sens élevé du devoir au service de la nation. Le patriotisme est la flamme qui brûle dans le cœur de chaque soldat. Il donne un sens à notre engagement. Il motive nos sacrifices et il nous unit autour d'un objectif commun, protéger notre nation et ses valeurs. Le patriotisme, c'est aussi le respect de nos valeurs nationales. C'est la fierté de représenter notre pays avec honneur, que ce soit sur le territoire national
ou à l'étranger. En marge de ces retrouvailles avec la troupe, le chef d'état-major de l'armée de terre s'est entretenu avec le commandement de la région. Une présentation sécurité de la zone lui a été faite et des recommandations formulées. Avant de boucler sa tournée, le lieutenant de division Abdoulaye Keita s'est rendu sur les différents chantiers en cours de réalisation dans la région. Au centre médico-chirurgical des armées de la région, le centre d'instruction d'infanterie de Kankan et les installations du groupement de forces d'intervention rapide Zéphyr. Recensement dans les unités industrielles de Conakry. Récemment, une délégation du ministère de l'Industrie et du Commerce et des PME a visité quelques usines de la capitale. Objectif, renforcer le contact entre les industriels et le département pour le bien-être de la population. Reportage Makeme Keleti Donzo. La farine fait partie des produits les plus consommés du pays. Les conditions d'hygiène et de qualité qui entourent sa production préoccupent la Direction nationale de l'industrie. C'est le début d'une grande opération de recensement qui va toucher toutes les unités industrielles du pays. Ici, par exemple, une boulangerie traditionnelle est visitée. Les collègues qui sont partis en congé, maintenant comme c'est tour de rôle, je suis là à les représenter. Ici, on nous donne tous les équipements, les gants, la chaussure, la tenue, casque, bavette. Dans les installations du géant du ciment, les travaux commencent par la présentation des produits, leur provenance, mais aussi la qualité pour prouver que la société est une entreprise certifiée. Nous sentons rassurés parce que là, c'est des visites vraiment qui rassure les industriels. Bon, ce que nous attendons, c'est la protection des entreprises. Il faut pousser les entreprises à aller dans les certifications, il faut pousser les entreprises à aller dans les qualités. L'objectif de ce recensement est de connaître toutes les unités industrielles afin de leur apporter des soutiens. L'industrie est le seul secteur qui est capable d'absorber le chômage de masse. Et dans notre pays, en tout cas tous les pays qui ont atteint un certain niveau, un seuil critique de développement, sont passés forcément par l'industrie. Et c'est ce premier travail que nous faisons. C'est déjà identifier les industriels qui sont en Guinée, les secteurs dans lesquels ils évoluent, classifier et catégoriser ces industriels pour pouvoir les accompagner plus tard. Cette fabrique de fer occupe aujourd'hui une place incontournable dans la fabrication du métal dans notre pays. Les patrons de l'usine se disent réconfortés de recevoir cette mission de recensement des unités industrielles. Dans le domaine de l'électricité, la société de gestion et d'exploitation de Swapiti Soges vient de faire des projections pour 2025. C'est ce que sa direction générale a réussi à faire après la présentation du bilan de l'année en cours. C'était lors d'une rencontre des actionnaires de la société. Le point avec Nabi Kamara. Guinéens et Chinois, actionnaires dans la société de gestion et d'exploitation de Swapiti, se sont retrouvés vendredi à Conakry. Au centre de leur rencontre, l'examen du budget de l'année 2025 et son approbation après avoir passé en revue celui de 2024 déjà exécuté dans ses volets chiffres d'affaires et recettes. Plus de 4 heures d'horloge, les deux parties ont travaillé d'arrache-pied en prenant en compte tous les paramètres liés au fonctionnement réel de cette société qui fait la fierté de notre pays. Ils ont pu maîtriser la dépense. En termes de chiffre d'affaires, tenant compte des situations qui sont intervenues, liées principalement aux conditions météo, ça a été concluant parce qu'on a terminé par juste la délibération et le vote. Et chacun a approuvé le budget comme quoi le travail a été fait conformément aux dispositions en vigueur. Toute chose qui galvanise davantage la direction générale de la SOGES à affronter l'année 2025 avec plus de détermination pour des résultats encore meilleurs. Dès le début de l'année, nous allons commencer par mettre en œuvre les actions qui sont prévues dans le plan de gestion environnementale et sociale, c'est-à-dire le désenclavement des localités qui ont été impactées par le projet, en continuant la construction des routes et pistes,
à mettre en place des fourrages, des barques motorisées, c'est-à-dire tout ce qui est prévu dans le plan de gestion environnementale et sociale. Mais au-delà de ça aussi, continuer sur la formation des cadres. Rappelons que la société de gestion et d'exploitation de Soapiti gère un barrage hydroélectrique de 450 MW avec un productible annuel d'énergie de 2016 GWh par an. Électricité toujours, le ministre de l'Énergie vient de visiter la centrale thermique de Kipé, une occasion pour mettre plusieurs groupes en marche et engager également la réhabilitation des autres groupes qui sont en panne. Aboubakar Kamara insiste aussi sur l'installation des compteurs prépayés. Alpha Isiagaba. C'est l'une des plus vieilles centrales thermiques de Conakry, la source d'énergie de Kipé, une centrale thermique qui ravitaille une partie de la banlieue de la capitale en électricité. Ces installations font l'objet de visites. À la tête, le ministre de l'Énergie. Objectif, connaître les réalités de la centrale en vue d'améliorer ses capacités. Malgré les difficultés, le ministère a eu à mettre à disposition de DDG 6 groupes, donc 4 sont disponibles aujourd'hui. Ces groupes vont aller à l'intérieur pour améliorer, disons, la desserte en électricité. Nous avons constaté une élévation de la demande. L'État fournit des efforts. Vous avez vu avec la crise, on a eu une augmentation de la capacitation à travers le retour du bateau thermique. L'économie d'énergie dans les ménages et l'installation des compteurs prépayés, ce sont là les grands défis du moment à l'EDG. Déjà, le ministre en charge de l'énergie annonce la poursuite de la campagne de sensibilisation des citoyens. Après la crise d'électricité que nous avons connue, nous nous sommes rendus compte qu'au niveau des centrales d'EDG, certains groupes thermiques datent de plusieurs années. Il y avait eu des difficultés pour la maintenance. Et avec la nouvelle direction, nous nous sommes fixés pour objectif de réhabiliter l'ensemble de ce groupe thermique, mais aussi d'apporter des solutions pour augmenter la capacité. La plupart des centrales thermiques de l'électricité de Guinée ont pris de l'âge, mais aujourd'hui des générateurs de plusieurs mégawatts sont mis en place et la réhabilitation d'autres groupes est annoncée. Parlons aussi de renforcement de capacité des ressources humaines. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage profite de l'expertise de l'Institut français de Guinée. Au compte de cette première phase, une vingtaine de cadres se sont familiarisés récemment avec les capacités en rédaction administrative. Fodé Camara. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage explore la piste du renforcement de capacité par le biais du partenariat avec l'Agence française de développement. Durant plus de 2 semaines, en 2 phases, quelques responsables de services et de direction des différentes entités se sont affûtés dans le registre de la rédaction administrative. Et l'Institut français de Guinée dispose d'un pôle de formation qui dispense un certain nombre de formations à objet spécifique. En l'occurrence, cette fois-ci, il a fallu adapter une formation à la commande et nous sommes là pour apporter à qui en a besoin ce type de formation. Je veux réitérer les remerciements à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France en Guinée, pour l'opportunité qu'il a donnée au ministère de l'Agriculture d'avoir cette coopération entre nous. Le ministre nous a donné des fermes instructions. Il a dit que les cadres doivent être formés. J'ai eu le feedback des participants et je peux vous dire que nous sommes très satisfaits des formateurs de l'institution. Une vingtaine de cadres sont ainsi formés. Cet échantillon, très représentatif, compte vulgariser les modules de rédaction administrative, ceci pour simplifier les circuits de prise de décision. Tout ce que nous faisons, la prise de décision d'une autorité se concrétise à travers un acte. Donc pour nous, la rédaction administrative est une nécessité pour le département. Nous avons vu certains modules comme l'expression orale et l'expression écrite, la compréhension orale et la compréhension écrite. En fait, la rédaction administrative, c'est un outil de communication efficace au sein de notre département. Les différents acteurs impliqués dans ce processus de renforcement de capacité comptent explorer
D'autres pistes d'amélioration du management et du leadership, ceci pour mieux s'aligner derrière les principes de la gestion axés sur l'obligation de résultat. Au niveau de la pêche, la question sur comment gérer durablement les ressources halieutiques dans les eaux douces a regroupé plusieurs experts et acteurs évoluant dans le secteur. Les échanges ont porté sur les nouvelles approches permettant d'identifier les facteurs de dégradation des eaux continentales. Reportage Ousmane Ba. Une étude a permis de faire l'inventaire de la richesse halieutique des eaux douces en Haute-Guinée et en Guinée forestière. Les résultats sont présentés ici pour permettre aux acteurs de prendre les dispositions idoines afin de gérer durablement l'ithiofaune nationale estimée à plus de 300 espèces. Aujourd'hui, j'ai principalement présenté la faune générale ichthyologique de Guinée, en particulier des zones continentales, et qui est particulièrement riche avec plus de 300 espèces, donc un certain nombre d'endémismes, et qui est particulière dans la mesure où il y a plusieurs régions dites ichthyologiques, et on est à la frontière de ces différentes régions. Il y a également beaucoup de sources. Mes recommandations, ça serait déjà de mener des études en fait sur le terrain pour avoir une meilleure connaissance des ressources naturelles dans les différents bassins versants, parce que sans cette connaissance initiale de la richesse, ça permettra en fait après d'avoir des vraies actions concrètes de protection. Les débats ont permis de mettre en lumière les principaux facteurs de dégradation des richesses des eaux continentales. Il s'agit de la surpêche, la pêche illicite, la pollution des eaux et le changement climatique. Nos attentes est que vraiment la collaboration qui a commencé là, qu'on poursuit ça, et surtout qui sera bénéfique pour nous dans le domaine du renforcement des capacités et surtout la spécialisation en ichthyologie et surtout l'identification des espèces. Pour une richesse ichtyofaune durable, ces acteurs en appellent à une responsabilité collective, une synergie d'action entre les pêcheurs artisanaux et industriels, les décideurs politiques et les communautés riveraines. Santé, la lutte contre les cliniques et pharmacies clandestines continue. Les opérations de fermeture viennent d'être relancées sur toute l'étendue du territoire national. Des équipes composées de cadres du département de la santé, d'huissiers de justice et d'agents de sécurité ont déjà procédé à la fermeture de plusieurs cliniques. Saamara Tolno a suivi la mission. Cette équipe, composée de cadres du ministère de la Santé, d'huissiers de justice et d'agents de sécurité, a une mission claire et précise. La fermeture de toutes les cliniques non conformes aux normes. La clinique Kamara Bintou, située à Simbayagar dans la commune de Matoto, est la première à recevoir cette visite inopinée. Un petit tour dans les salles et les échanges avec le propriétaire ont révélé la non-conformité de l'établissement. J'ai tous les documents, mais ce qui me manque, c'est l'affaire du local. Je vais me battre pour avoir le local. La mission qui consiste à identifier et à fermer toutes les structures médicales et paramédicales illégales sur l'étendue du territoire national est une mission qui a été ordonnée par Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Oumar Dioueba, sur les instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République dans le cadre de la refondation du secteur de la santé. En plus du manque d'agrément, ce sont des produits périmés qui sont découverts dans cette autre clinique du même quartier. Une double infraction qui a valu non seulement la fermeture, mais aussi l'interpellation du propriétaire. Le détenteur de cet autre cabinet médical, lui, a préféré fuir avant même l'arrivée de l'équipe de contrôle. À la clinique Renaissance, située au quartier Solo Primo dans la commune de Ratouma, la déception de la mission est grande. Tous les soins sont offerts dans une seule pièce qui sert de chambre à coucher la nuit. C'est scellé, alors juridiquement ça veut dire que ça ne doit pas être ouvert, ce n'est pas dans les normes. Ils ne sont pas réguliers, ils sont illégaux. Offrir des soins de qualité à la population est le combat du gouvernement à travers cette opération de lutte contre les cliniques clandestines.
Toujours dans le même domaine, le conseil d'administration de la pharmacie centrale de Guinée était aussi en session ordinaire en début de semaine. À l'ordre du jour, l'élaboration et la validation du budget prévisionnel de 2025. Après 4 heures d'échange, la somme de 361 milliards de francs guinéens a été adoptée. Ce budget prévisionnel va permettre à la pharmacie centrale de Guinée de maintenir les acquis et relever les défis de l'approvisionnement en médicaments des hôpitaux. Adiatou Bari fait le compte-rendu de la session. Suivez. En session ordinaire, il s'attelle à l'élaboration d'un budget prévisionnel pour l'exercice 2025. 361 milliards est le montant retenu, soit une baisse significative de plus de 55%. Le nouveau budget de la pharmacie centrale de Guinée prévoit des investissements majeurs en matière d'achat et d'approvisionnement des structures en produits de santé. La déclinaison de ce budget se fait de la façon suivante. Un investissement à hauteur de 28,6%, le fonctionnement 27,8% et enfin les matières premières et les produits de santé à 43,59%. L'objectif des sociétés publiques, surtout quand on prend la PCG SA, ce n'est pas forcément de faire le profit, mais d'équilibrer les comptes. Mais si nous arrivons à faire des profits, de verser des dividendes. Et nous avons remarqué que la PCG s'est acquittée de ce devoir-là. Dans les projections financières, des réformes vont se poursuivre en termes de construction des entrepôts modernes, notamment à Farana et Zérikori. Le processus d'élaboration du budget est un moment important qui permet de faire des prévoyances et justement la prise de décision pour l'atteinte des objectifs assignés au compte de 2025. Et également se projeter pour améliorer le taux de disponibilité et faire en sorte que les médicaments de qualité et à moindre coût soient accessibles à la population et jusqu'au dernier kilomètre. La validation du budget prévisionnel intervient après l'élaboration du plan d'action opérationnel de la pharmacie centrale de Guinée. La centrale pharmaceutique publique est déjà à 95% du taux de performance de la couverture du territoire national en produits pharmaceutiques. Un effort récompensé à travers ces trophées. Et puis l'investigation ethnobotanique sur les plantes médicinales utilisées dans le traitement de jaunisse a été le thème central d'une conférence scientifique à Dubreka. Elle a été animée par le vice-recteur de l'université de Kindia. L'idée est de valoriser la médecine traditionnelle. Reportage Moussa Kouyaté. Cette conférence scientifique axée sur la médecine traditionnelle a eu lieu à l'Institut des recherches et de développement des plantes médicinales et alimentaires de Guinée situé à Dubreka. Le conférencier, qui est membre correspondant de l'Académie des sciences de Guinée, a expliqué l'efficacité des plantes médicinales dans le traitement de jaunisse après des études sur le terrain. Beaucoup de gens vivent avec, disons, l'hépatite, autrement dit maladie du foie, mais sans le savoir. À l'issue des investigations ethnobotaniques à travers les 4 régions naturelles du pays, et nous avons obtenu beaucoup de résultats, mais c'est des résultats issus de la médecine traditionnelle que nous cherchons à valoriser. Le conférencier est un de nos maîtres qui a travaillé longtemps sur la thématique des plantes médicinales et donc c'était un expert auquel nous recourons beaucoup, qui est venu partager son expérience avec les collègues de l'Institut, chercheurs de l'Institut. Pour le conférencier, la médecine traditionnelle joue un rôle essentiel dans le traitement de certaines pathologies et la Guinée dispose des ressources forestières nécessaires pour faire face à ces maladies. Nous sommes riches en biodiversité, très abondante, assez de plantes médicinales, sur plus de 3500 plantes répertoriées en Guinée. On a environ 1500 plantes ligneuses qui rentrent dans la pharmacopée nationale. Donc le but alors, c'est de valoriser ces plantes. Et la jaunisse. La jaunisse, c'est une préoccupation pas simplement guinéenne, c'est une préoccupation mondiale. Mais c'est un problème complexe, d'où l'intérêt des chercheurs. Et le conférencier a campé l'essentiel.
juste en rappelant l'importance de la médecine traditionnelle et les problèmes qu'il y a souvent entre médecine traditionnelle et médecine conventionnelle dans la gestion de cette pathologie. La conférence a mobilisé plusieurs académiciens et d'autres chercheurs de l'Institut. Une institution qui dispose plusieurs variétés de plantes utilisées par la médecine traditionnelle. Le Centre guinéen de formation et d'éducation pour le développement Segifed est en assemblée générale dans le Sankara. C'est une organisation nationale affiliée à Tostan qui œuvre pour améliorer le bien-être des communautés. RTG Farana, Ibrahima Oulen Fofana, Silati Kourouma. Il s'agit d'une assemblée générale qui se tient une fois par an sous la houlette du président du conseil d'administration de Segifed. Ici à Farana, les membres du Centre guinéen de formation et d'éducation pour le développement passent en revue des actions menées en 2024 dans le cadre du programme de renforcement des capacités communautaires. Nous allons essayer de revoir les activités qui ont été menées durant l'année et faire une évaluation. Et surtout, ce qui est important, c'est de déboucher sur des recommandations pour l'année nouvelle qui va commencer. En termes de perspective, nous avons des partenaires avec qui nous avons des engagements et nous sommes aussi à la recherche d'autres partenaires. Cette assemblée générale, qui dure 2 jours, est une occasion de présenter le bilan de travail annuel 2025. Nous sommes en affiliation avec Tostan dans la mise en œuvre des projets basés sur le PRCC et avec d'autres partenaires aussi comme l'UNICEF pour la protection des enfants. Nous accompagnons toutes les structures évoluant dans la région. Donc Segifed est l'une de ces structures et qui évolue grandement à la satisfaction de nos communautés et qui apporte tous ces services au profit de nos communautés à la base. Cette présente assemblée générale a aussi été un cadre de présenter le bilan des efforts précédents en matière de contribution à l'amélioration dans la durabilité du bien-être des communautés guinéennes. Ils vont sortir de ces cadres avec un nouvel élan pour atteindre les objectifs de 2025. Je vous l'annonçais dans les titres, en 2024, la question de santé et sécurité au travail a été au centre des réformes engagées dans le but d'offrir un environnement de travail propice à chaque employé. À travers le Service national de santé au travail, la Guinée a gagné des points par la publication d'une liste nationale de maladies professionnelles et d'une politique nationale de santé et sécurité au travail. Des actions fortes qui s'ajoutent à d'autres initiatives qui font l'unanimité auprès des mandats tripartites, gouvernement, syndicats et patronat. Retour sur 12 mois d'intenses actions en faveur de la santé et sécurité au travail avec Mamadi. De santé et sécurité au travail n'avait autant préoccupé les autorités. Formés et déployés, ils sont à date une trentaine d'agents présents dans les départements ministériels. Ces points focaux jouent un rôle déterminant en matière de prévention et de gestion des risques d'accidents et de maladies professionnelles dans les services. Ils vont nous servir de relais et ces différents points focaux ont pour mission principale celle de la mise en œuvre du suivi de la vision de la santé au travail qui va, ne serait-ce que déjà à mettre en place un comité de sécurité et santé au travail, pouvoir identifier les risques qui seront présents au sein de l'administration selon leur domaine de compétences, mais aussi de mettre en place des mesures de prévention qui seront accompagnées de formation, notamment au niveau des gestes de premier secours, mais aussi à l'amélioration continue des agents de l'État. Pour consolider ce acquis, le pays vient de se doter d'une liste nationale des maladies professionnelles indemnisables. Le document, validé par les mandats tripartites, gouvernement, syndicats et patronat, est un instrument qui viendra faciliter la prise en charge de certaines pathologies contractées dans les services publics et privés. L'aboutissement de ce tableau nous a permis d'obtenir 92 maladies professionnelles pour la République de Guinée. C'est le tableau qui permet d'abord de reconnaître la maladie, de savoir quelles sont les professions qui y sont concernées et quelles sont les modalités de prise en charge. Les étapes suivantes, c'est bien évidemment la soumission du document au niveau du Conseil consultatif du travail et de l'affaire sociale. Et après ce passage-là, un décret va être pris par le président qui dit que désormais, voici
la liste des maladies professionnelles reconnues officiellement en République de Guinée. Fidèle à ses engagements de promotion d'un environnement de travail décent pour tous les employés, au moment où le méga-projet Simandou est en route, la Guinée a présenté le 18 décembre dernier sa nouvelle politique nationale de santé et sécurité au travail. L'une des innovations, désormais, tout nouveau fonctionnaire sera doté d'un carnet médical. Je suis en milieu de travail, j'ai subi un accident, j'ai envie d'être secouru par un collaborateur pour avoir une assistance de transfert sanguin. Si je n'ai pas mon groupe sanguin identifié, comment je peux apporter secours? Ou si mes collaborateurs, je ne connais pas leur groupe sanguin, comment ils peuvent aussi m'apporter secours? C'est de cela qu'il s'agit. Autant de questions comme ça qui seront désormais résolues. En 2024, ces 3 actions phares pilotées ont mis au devant de la scène le ministère du Travail et de la Fonction publique à travers le Service national de santé au travail. Des réformes ambitieuses et courageuses qui font aujourd'hui l'unanimité et dont la mise en œuvre au bénéfice des acteurs concernés n'est plus qu'une question de temps. À Kindia, les cadres de l'Institut national de formation et de perfectionnement ont bénéficié d'une formation sur le module de moralisation de l'administration publique. Cette formation initiée par l'UNFP est financée par le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Alpha Yassila. Dans cette salle de formation, ici à Kindia, les cadres de l'Institut national de formation et de perfectionnement venus de Conakry et de l'Abbé. Ils sont formateurs des formateurs. Ils bénéficient d'une formation sur le module de la moralisation de l'administration publique guinéenne. Ce que j'attends des cadres, c'est au sortir de cette formation, d'être surtout outillés de ces pratiques qu'ils auront reçues ici, et afin d'essayer de vulgariser toutes ces connaissances et être à même de disséminer ces connaissances, on va dire, au sein de l'administration publique guinéenne. Cette rencontre se situe dans le cadre de l'insertion au programme de formation du module sur le droit au développement et de droits économiques, sociaux et culturels. Cette initiative de formation est appuyée par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Ceux-ci sont amenés à être en contact avec la population et à fournir des services de qualité dans tous les secteurs de la vie, particulièrement sur les questions de droits économiques, des droits sociaux, des droits culturels, mais aussi d'une manière globale sur le droit au développement. Ce projet de formation de l'Institut national de formation et de perfectionnement permettra de former 50 agents formateurs en droit au développement et droit économique et culturel. Parlons aussi de la performance du port autonome de Conakry, port de transit pour beaucoup de pays, comme en témoigne l'accostage d'un navire avec des produits en faveur du peuple malien. Plus de 65 000 tonnes de blé sont au port de Conakry, un don de la Russie. La réception de cette cargaison est officielle. Les mesures sont envisagées pour faciliter le débarquement. Reportage Mohamed Seyarsouma. Faire de Conakry le port naturel du Mali, une volonté des plus hautes autorités qui fait tache d'huile. En plus des infrastructures réalisées, le port autonome de Conakry assure le transit des produits stratégiques de l'État malien, comme le blé. Une nouvelle cargaison vient d'être réceptionnée. 65 500 tonnes de blé en provenance de la Fédération de Russie. À cet égard, je voudrais tout d'abord saluer le leadership du président de la transition du Mali, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. À travers cette opportunité, exprimer toute ma gratitude aux plus hautes autorités de la Guinée, président de la République, son Excellence le général d'armée Mamadi Doumbouya. Certes, un exemple d'amitié réaffirmé entre la Guinée et le Mali, mais c'est aussi une marque de performance du port autonome de Conakry. En 2023 déjà, nous avons réussi environ 98 000 tonnes des denrées, sans compter les équipements, sans compter les autres conteneurs. Avec ces deux bateaux, nous sommes pratiquement à 112 500 tonnes. Et quand vous vous rendez compte, environ moins de
de 2 ans, c'est 200 000 tonnes de blé qui a été évacué à l'avantage du Mali. Nous ne pouvons que nous réjouir. En plus de l'accostage de ce navire de blé, des dispositions sont prises pour une décharge rapide. Nous allons encore mettre à disposition 4 magasins cales pour faciliter l'extraportage et faciliter le déchargement rapide de la marchandise. En cas d'interruption du camion dans la chaîne d'approvisionnement logistique, nous allons l'acheminer vers les magasins pour éviter les surestaries sur les navires. Cette nouvelle cargaison de blé est un don de la Russie. Le Mali espère davantage à l'approche du Ramadan. Le port autonome de Conakry est toujours sollicité pour le transit des produits en direction de Bamako. Et puis cette table ronde sur les violences basées sur le genre et la représentativité des femmes en politique. Cette initiative qui fait la promotion des droits des femmes une priorité au sein des instances de prise de décision est pilotée par une plateforme de la société civile. Elle porte le label Femmes, Développement et Droits Humains en Guinée. Mounir Bari. Les violences faites aux femmes et aux filles sont légion en Guinée. Malgré les efforts fournis par les autorités et leurs partenaires, la parité est loin d'être une réalité et l'engagement des femmes, notamment en politique, est faible. Pour améliorer la situation, les actions se multiplient. Notre bataille que nous avions commencée depuis notre présence à la conférence mondiale de Chine en Beijing, qui avait tracé les lignes de politique globale de promotion féminine pour les pays du monde, en plus de ce que le gouvernement fait, est vraiment assurée. Les femmes ont compris et elles continuent à se former, à se perfectionner tous les jours pour être plus compétitives. À compétences égales, on ne demande pas de traitement de faveur. On veut une équité à compétences égales. C'est tout ce que nous demandons. Femmes, développement, droits humains en Guinée intensifient les actions. À travers cette table ronde, les panels sont animés pour dénoncer les pratiques rétrogrades à l'égard des femmes, tout en interpellant la société dans son ensemble pour briser la chaîne. Au niveau des formations politiques, qu'on ne regarde pas la femme en tant que telle, mais qu'on regarde les compétences de la femme, ce qu'elle peut apporter dans sa formation politique, et c'est surtout le rôle qu'elle peut jouer dans une situation de crise telle que dans une transition. Femmes, développement et droits humains en Guinée déroule son agenda auprès du ministère de la promotion féminine, les activistes de la société civile, sans oublier les partenaires techniques et financiers. Il y a quelques jours, la Fondation Marie-Yvonne Kumbassa pour l'humanitaire a organisé une lecture du Saint-Coran à Fria pour la paix et la santé du président de la République, général Mamadi Doumbouya. La cérémonie a mobilisé les populations de tous les âges. Reportage Martin Fansinaduno, Kandesila. Dans un contexte où la spiritualité et la culture jouent un rôle fondamental dans la vie des communautés, particulièrement celle de Fria, la Fondation Marie-Yvonne Kumbassa pour l'humanitaire organise une cérémonie de lecture du Saint-Coran. L'événement vise à renforcer les liens sociaux et à promouvoir la paix. Nous nous inscrivons dans l'idée du chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, qui se bat aujourd'hui pour que les Guinéens se donnent la main. Parce que lui seul ne peut pas développer ce pays-là. Le pays doit être développé par nous-mêmes les Guinéens. La lecture du Saint-Coran, c'est pour prôner la paix, la quiétude sociale dans la cité, prôner la paix dans toute la République de Guinée. Sans paix, on ne peut rien faire. Marie-Yvonne Kumbassa, elle-même fille du terroir, encourage la participation des populations de toutes les entités au renforcement du tissu social et de la paix, à travers la culture du dialogue, du pardon et de l'amour. Nous sommes heureux que cela soit commencé, nous, les fils de Fria, qui commencent à réfléchir d'abord pour aider chez eux, aider la nation, aider le président de la République, pour qu'on puisse continuer dans la paix, dans la sécurité et dans la sérénité. Tout ce qui, de près ou de loin, contribue à la paix sociale, à la quiétude, à ce que les Guinéens rentrent ensemble et sortir ensemble. Vraiment, toutes ces belles initiatives sont à encourager
à féliciter et à soutenir. Ce rendez-vous est aussi un moment de recueillement et de méditation essentiel pour renforcer la spiritualité individuelle et collective pour la paix et un développement durable de Fria, comme le souhaite l'initiatrice Marie-Yvonne Kumbassa. Après la Moyenne-Guinée, la deuxième édition de la Grande Dictée du Salek se poursuit en Haute-Guinée. Cette compétition éducative est organisée par Kajak Communication à travers ses partenaires techniques et financiers. Elle encourage l'excellence tout en donnant l'opportunité aux lauréats de s'immerger dans une culture de dépassement de soi et de perfectionnement personnel. Les préfectures de Dabola, Kankan, Kérouane et Farana étaient la cible de cette troisième phase. Reportage Marwan Kamara. Après la Moyenne-Guinée, les activités de la deuxième édition de la Grande Dictée du Salek sont lancées dans les villes de la Haute-Guinée. Les préfectures de Dabola et Kankan marquent la première phase. Un événement de l'excellence et des mérites qui s'adresse aux élèves des collèges et des lycées, mais aussi aux parents et aux professeurs. Il comporte plusieurs catégories. La mobilisation a été totale. Même les cadres de la DPE ont participé à la Grande Dictée. Ça vient corriger beaucoup de tas que nous constatons pendant les examens nationaux. Parce que les accords ne sont pas respectés et les fautes grammaticales sont là. Même les mots invariables, les gens ne savent même pas ce qu'il faut faire. Je pense que ce genre d'initiative peut vraiment impacter la société, tant sur le niveau des élèves. Ce n'est pas forcément tous les élèves qui vivent à l'intérieur qui ont l'opportunité de participer à de tels concours et à montrer leur potentiel. Organisé par l'ONG Ensemble pour l'éducation et Kajak Communication, ces journées éducatives ont connu également la participation des préfectures de Kérouane et Farana. Être le major parmi toutes ces personnes, je suis content parce que c'est le fruit, c'est mon effort. Et je souhaite à ceux qui n'ont pas eu à se placer comme moi, redoublent d'efforts parce que ce n'est pas la fin. Ils peuvent aussi continuer à faire des recherches, à réviser pour les prochaines éditions. Le but pour nous, c'est comment jauger la capacité de rédaction et de mémoire des citoyens. C'est toujours bien déjà d'avoir des participants. On espère vraiment que toutes ces personnes qui n'ont pas eu la chance aujourd'hui de sortir gagnantes de la compétition sauront se remettre en question pour les prochaines années. À travers cette compétition, Kajak Communication et ses partenaires comptent améliorer la capacité rédactionnelle et stimuler la jeunesse à l'engagement social. Sport, le Sili national local de Guinée joue samedi à Bissau son match retour du dernier tour qualificatif pour la phase finale du championnat d'Afrique des Nations contre les Jiturtus locaux de la Guinée-Bissau. C'est un match de tous les enjeux pour l'équipe nationale guinéenne. Nos envoyés spéciaux à Bissau, Mangamori Kamara, Djibril Kamara. Le Sili national local de Guinée en pleine confiance après sa belle victoire au match aller au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan 4-1 contre les Djurtus locaux de la Guinée-Bissau n'a pas droit à l'erreur lors du match retour prévu ce samedi. Un match nul suffit au poulain de Souleymane Kamara Abedi pour décrocher la qualification pour le championnat d'Afrique des Nations 2024. Le gouvernement guinéen, de son côté, à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports, a tout mis en œuvre pour cette qualification. J'ai vu que les joueurs, il y a une ambiance. Les joueurs sont motivés et je sais que nous allons nous qualifier pour le CHAN. Le ministère en charge des sports a tout mis en œuvre pour que l'équipe là réussisse parce que c'est l'unique équipe qu'on a pour le moment. L'effectif est au complet et tout ce qui avait des petits bobos ils sont revenus dans le groupe et ils ont un état d'esprit très positif. On est là pour les Guinéens, pour les autorités et pour nous-mêmes, nos familles. Donc ils peuvent compter sur nous et on a la volonté, on va même se surpasser pour avoir cette qualification. Les Bissau-Guinéens sont aussi déterminés à relever le défi pour espérer une qualification. Pour le faire, donc l'équipe locale de la Guinée-Bissau doit gagner 3 buts sans encaisser. Le match retour, c'est bien ce samedi au stade 24 septembre, ici même à Guinée-Bissau. Nous espérons que le Sili national de Guinée fera l'essentiel pour la qualification. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retenez que la Guinée est notre paradis, terre d'innovation et de richesse. Retrouvez toutes ces informations sur le www.rtgguinée.info. Merci.